Raphaël Pitti est médecin humanitaire. Depuis le 7 octobre, il s'est rendu 2 fois à Gaza pour essayer d'aider la population. Aujourd'hui, il tient à témoigner de ce qu'il a vu là-bas, témoigner de la famine qui sévit et des hôpitaux surchargés de blessés et de morts. Mais surtout, Raphaël Pitti s'est rendu compte de son impuissance en tant que médecin dans ce qu'il n'hésite plus à qualifier de génocide. Merci. Cette activité de médecin humanitaire vous a conduit à Rafah, d'où vous revenez. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu là-bas ? Il fallait absolument essayer de rentrer pour voir un peu quelle était la véritable situation sur place. C'était la première mission humanitaire qui réussissait à rentrer à Rafah. Nous sommes rentrés à Rafah pour aller directement sur l'hôpital européen. Au niveau de l'hôpital européen, ce qui nous a d'abord frappé, c'était la population qui était là autour de l'hôpital européen, c'est-à-dire environ 25 000 personnes déplacées qui étaient venues autour de l'hôpital pour se réfugier, pour se trouver en sécurité en étant proche de l'hôpital. Alors, quand notre véhicule a traversé cette foule, ça a été un moment très émotionnel pour nous, parce qu'ils nous ont vus comme des sauveurs. Comment avez-vous fait pour rentrer ? Est-ce que vous avez eu l'autorisation des Israéliens ? Les gens couraient derrière notre voiture pour nous remercier d'être présents, etc. On arrivait là pour les aider et ils en étaient très, très heureux. Ça a été la première émotion qui m'a profondément touché. À l'intérieur de l'hôpital, alors là, c'est de la désolation parce qu'il y avait 3000 personnes qui s'étaient réfugiés à l'intérieur de l'hôpital, qui vivaient dans les marches d'escalier, qui vivaient dans les couloirs, et même parfois dans les couloirs assez larges, ils étaient de part et d'autre du couloir. Ils s'étaient créés des zones un peu intimes en faisant tomber depuis les plafonds des rideaux par des tissus, par des couvertures, par des draps qu'ils avaient pris sur l'hôpital, etc. Et ces personnes vivaient à l'intérieur de l'hôpital, 3000 personnes qui vivaient à l'intérieur de l'hôpital. Les blessés les plus graves se retrouvaient par terre. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a frappé, au lieu que ce soit l'inverse, qu'on ait une capacité à libérer des places pour recevoir les blessés les plus urgents, les plus graves. Eh bien, pas du tout. Les blessés les plus graves étaient là, ils continuaient à saigner, ils étaient dans le coma, ils étaient brûlés, il y avait des arrachements de membres, il y avait une situation comme ça épouvantable, et il y avait plein de spectateurs autour. Et on ne savait plus du tout qui s'occupait de qui. Autour des victimes et les plus graves, il y avait des gens, alors est-ce que c'était des internes, est-ce que c'était des médecins, est-ce que c'était des infirmiers, impossible de les savoir, impossible de savoir exactement qui c'était. C'était assez stupéfiant de voir tout ça. Or, les problèmes infectieux étaient majeurs. Il y avait vraiment de gros problèmes infectieux. Comme l'hôpital, qui était un hôpital de 400 lits, était passé à 900, donc débordé par le nombre, le bloc opératoire était fonctionnel en permanence, devait travailler en permanence, les blessés qui avaient été opérés ne pouvaient pas être revus pour refaire les pansements. Et donc, la plupart du temps, ils repartaient sous la tente. Quand ils revenaient, quelques semaines, quelques fois après, tout était infecté, tout était sale, il y avait du pus, c'était purulent et les germes étaient multirésistants. Et ceux qui avaient eu des fracas de membres, chez lesquels on avait réussi à mettre ce qu'on appelle un fixateur externe pour fixer les morceaux d'os, etc., en attendant la cicatrisation, ceux-là revenaient avec ce qu'on appelle des osséites, des infections des os, et alors on était obligé de le réamputer. À ce moment-là, ce qui n'avait pas été fait la première fois, il fallait le faire la deuxième fois. Ça, c'était une réalité. Il manquait de matériel. Il y avait des gens qui arrivaient avec des fractures. Ils ne pouvaient pas être opérés parce qu'il n'y avait plus de matériel. Et donc, on les renvoyait avec leurs fractures. Et ils revenaient régulièrement pour dire « Vous pouvez m'opérer, quand pourrez-vous m'opérer ?» etc. C'était cette situation-là. Et il y avait bien évidemment les blessés les plus graves. Manque d'oxygène, manque de lits de réanimation, manque de moyens de réanimation aussi, manque de capacité à faire des bilans biologiques parce qu'il manquait de kits, etc. Dans cette situation, on était passé dans un système de triage inversé. C'est-à-dire que, normalement, on prend les blessés les plus graves et on laisse en attente les blessés les moins graves pour les prendre secondairement pour essayer de sauver parmi les blessés les plus graves ceux qui le peuvent. Mais dans la situation qui était là, par le manque de moyens, par le manque de médicaments, par le manque d'anesthésie aussi, par le manque de morphine aussi, d'antalgique, etc., alors les blessés les plus graves, on les laissait mourir. Et on allait plutôt vers les blessés les moins graves, parce qu'on se disait, là, on a plus de chances, ça nous coûtera moins, et on aura plus de chances de les sauver.
Et de ce fait, pour la première fois de ma vie, ça m'est déjà arrivé dans les situations de guerre et de conflit, j'en ai fait beaucoup toutes ces années-là. C'est la première fois où je voyais s'instituer une règle systématique où les blessés les plus graves étaient considérés comme des blessés dépassés, c'est-à-dire des morituri, des gens qu'on laissait mourir. Et par manque de moyens, c'est-à-dire d'analgésiques, de sédatifs, on les laissait mourir sans accompagnement. Et c'est très difficile sur le plan éthique. Pour un médecin qui se veut être le garant de la vie, être là, dans cette situation de ces afflux de victimes et de dire les blessés les plus graves, on les laisse mourir, et d'une manière systématique, pas une fois, parce que ça peut arriver que dans un groupe, etc., mais tous les jours. Dire, par exemple, les blessés du crâne, qui étaient les blessés par les snipers israéliens qui tiraient systématiquement dans le crâne, tous les blessés du crâne étaient laissés pour morts, considérés comme morts, et on les abandonnait. Or, le crâne a une plasticité, a des capacités de récupération. Il faut un service de réanimation, on les endort, on fait un scanner, on peut, etc. Et on voit quelquefois des choses exceptionnelles apparaître. C'est-à-dire quelqu'un qui a une balle qui a traversé son cerveau peut très bien s'en sortir et parfois même sans séquelles. Mais là, on avait décidé qu'on les laissait mourir. Donc, c'était vraiment une situation exceptionnelle, quelque chose que je n'avais jamais vu. Jamais vu. Il y avait eu, à un moment donné, nous avons reçu une jeune femme de 24 ans, enceinte de 7 mois, diabétique depuis l'âge de 12 ans. Manque de nourriture, manque d'insuline. Du même coup, elle a fait une des complications les plus graves du diabète, ce qu'on appelle un coma acidocétosique, c'est-à-dire que la cellule n'a plus la possibilité, par manque d'insuline, d'utiliser le sucre. La cellule va utiliser les graisses. Et en utilisant les graisses pour faire de l'énergie, pour produire de l'énergie, elle produit en même temps des acides. Et donc, ça entraîne un état de coma lié à l'acidose du sang. Le sang devient très acide et ça entraîne un coma. Elle est arrivée, ce type de pathologie, en Occident, avec un laboratoire qui permet d'avoir pratiquement un bilan toutes les heures, permet de corriger justement les troubles qui apparaissent. Or là, quand j'ai demandé un bilan, toutes les heures, on m'a dit impossible, toutes les heures. Au mieux, on peut vous faire un bilan tous les 6 heures. De ce fait, la souffrance cellulaire était tellement grave qu'elle a accouché d'une petite fille mort-née, qu'elle a expulsée spontanément, et le lendemain, elle est morte à son tour à midi. 24 ans, c'est vraiment une pathologie que l'on peut soigner avec un laboratoire, on a toutes les capacités pour le faire. Et là, j'assistais à la mort d'une jeune femme de 24 ans et de son bébé. C'était extrêmement difficile. Le père était effondré. Il y avait la belle-mère qui était là en même temps avec la mère plutôt de la jeune fille qui ont pris le bébé. Le père était effondré et je l'ai vu pleurer. Le lendemain, je n'étais pas là et j'imagine très bien la souffrance de cette famille le lendemain devant cette femme de 24 ans qui n'aurait pas dû mourir. Et tout était comme ça. Tout était comme ça dans cette situation-là. Et donc, j'étais profondément dans une véritable rage. De ce fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas utile à l'hôpital européen, avec mes collègues, etc., qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de moi. Donc, je suis allé à Rafah, directement, pour voir de quelle manière cette population de 1,5 million qui avait été déplacée de force dans la ville de Rafah, une ville de 240 000 habitants, qui était parti avec les peu d'affaires qu'ils pouvaient emmener, etc., qui étaient partis à pied depuis le nord, qui avaient marché jusqu'à Rafah. On leur avait fait croire que c'était une zone sécurisée, dans laquelle ils allaient pouvoir être mis en sécurité. Ils s'étaient installés là aussi, là où ils pouvaient, sur les trottoirs, dans les ruines, etc., de Rafah, etc. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de nourriture, ils n'avaient pas d'eau pour se laver non plus, il n'y avait pas de lieu pour se faire soigner. Donc, pour ceux qui pouvaient, ils allaient à l'hôpital, comme je l'ai dit, pour soigner leur pathologie aiguë. Et là, ils étaient complètement désœuvrés. 1,5 million qui marchaient, une foule qui se déplace, un peu comme ça, désemparés, sans savoir, à la recherche de nourriture, etc. Il y avait bien quelques marchands qui vendaient des boîtes de conserve, des choses comme ça. Mais ils n'avaient pas l'argent. Les banques avaient été fermées. Du même coup, tous ceux qui avaient des comptes en banque, etc., n'avaient pas de moyens. Ils avaient dépensé peut-être ce qu'ils avaient encore. Ils se retrouvaient sans rien, à la recherche de nourriture, à la recherche d'eau, à la recherche, etc., de tout ça. Il y avait un véritable caractère de déshumanisation de cette population
Et même, je dirais, ils étaient leur propre dignité pour ces hommes qui, à la fois, qui avaient du travail, qui avaient des familles, qui se battaient tous les jours, comme tout le monde dans le monde, pour faire vivre sa famille, etc., se retrouvaient dans des conditions qui étaient totalement indignes. Et j'ai toujours considéré qu'il y avait pire que la mort, c'était justement de ramener quelqu'un à son indignité, c'est de ne pas lui donner les moyens minimums d'une vie digne. Quand on a vécu ce que vous avez vécu, quand on a vu ce que vous avez vu là-bas à Gaza, à Rafah, comment ça se passe quand on revient en France? Comment vous l'avez vécu, votre retour ici? Alors, j'ai l'habitude d'être dans des situations de difficulté. J'ai passé ma vie pratiquement dans les zones de guerre, bien évidemment. J'ai, de ce fait, mis en place un rituel qui est le mien. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, je me retire en moi-même. Voilà, je parle peu, je vis dans ma vie intérieure. J'ai une spiritualité qui m'aide au même temps et qui est très importante au même temps, qui donne du sens à ma vie en même temps et à l'action qui est la mienne, bien évidemment. Mais en revenant, j'ai pas pu. Pas pu. Pourquoi? Parce que je devais témoigner de ce que j'avais vu. Nous étions parmi les premiers à être rentrés à l'intérieur, etc. Et du même coup, j'ai été énormément sollicité par les médias. Et à chaque fois, comme maintenant, au fond, je ramenais à ma mémoire, je ramenais à mes émotions mon vécu. Et ça a été extrêmement difficile pendant 2 semaines, parce que je n'arrêtais pas de répéter tout ce que j'avais vu, etc. Et ça ne m'aidait pas du tout. Et je dois dire que ça a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, maintenant, pour essayer justement de prendre de la distance par rapport à mon vécu, pour me permettre cela. Mais d'un autre côté, je m'en faisais une obligation, en disant qui peut témoigner? Au moins, personne ne pourra contester. La plupart du temps, tout le monde contestait le nombre, etc., et la situation, et la famine, etc. Moi, je dis ce que je dis, d'accord, c'est parce que je l'ai vu. Et ce que j'ai vu, je le dis. Et du coup, depuis que vous êtes revenu de là-bas, vous n'avez plus peur d'employer le mot génocide? Alors, je dirais, par rapport au mot génocide, je dirais que je ferais ça d'une autre manière, d'accord? Véritablement. Je ne dirais pas c'est une volonté génocidaire, mais on peut qualifier que la manière dont les choses se passent aboutit à une situation de génocide, c'est-à-dire à de destruction d'une population. Ça, c'est peut-être la manière de dire. C'est-à-dire, je décline, d'accord? Et au fond, c'est une population, d'accord, qui se voit. Je parlais tout à l'heure du problème éthique, ou en inverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes, nous, médecins, dans l'éthique individuelle. C'est-à-dire, on va essayer de sauver le maximum de personnes dans les situations les plus graves, de sauver le maximum de vies. Mais dès lors que vous dites « je ne peux pas », et systématiquement, d'accord, non pas de manière conjoncturelle, d'accord, mais systématiquement, je laisse mourir les blessés les plus graves, alors vous passez de la notion d'éthique à la notion de macroéthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas essayer de sauver l'individu, je vais essayer de sauver le groupe. Mais quand vous passez d'une notion d'éthique à une notion de macroéthique, c'est-à-dire de sauver le groupe, ça veut dire que le groupe est en danger. Et pourquoi le groupe est en danger? Parce que les conditions humanitaires qui sont là, ce sont les conditions d'une catastrophe humanitaire qui touche l'ensemble d'une population homogène. À quel niveau? 1, leur supprimer la nourriture, les mettre dans des conditions de déshumanisation en même temps qui sont importantes, leur supprimer les structures sanitaires, leur supprimer les structures éducatives de cette population-là, les violenter par des bombardements non ciblés, systématiques sur cette population, etc. D'accord? Eh bien là, vous avez toutes les caractéristiques, au fond, d'accord, d'une situation pour une population donnée, d'accord, de destruction de cette population et de survivance de cette population. Alors, est-ce qu'il y a une intention génocidaire? Ça, c'est à la justice de le dire. Mais toutes les conditions, en tous les cas, sont réunies pour que cette population soit décimée. Toutes les conditions sont réunies pour que la population soit décimée. Je laisse à la justice de décider si c'est volontaire ou pas. Vous l'avez dit, c'est important de raconter ce que vous avez vu là-bas et ce que vous avez vécu. On a le sentiment quand même que vous retenez beaucoup, que vous ne laissez pas de place à la colère ou à la tristesse quand vous nous racontez ce que vous êtes en train de nous raconter. Pourquoi?
Je mets une certaine distance pour moi, pour me protéger, pour me sauvegarder. Si j'y mets toute mon émotion, si je mets tout mon côté humain, alors c'est clair. D'abord, je n'aide pas les Palestiniens dans cette situation-là, parce que j'en fais une affaire personnelle. Or, ce que je veux, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. J'en fais l'affaire de quelqu'un qui témoigne de la situation parce qu'il l'a vécu, et j'y suis retourné, et je suis sorti il y a à peine une semaine de Rafah, d'accord ? Ce que je veux, c'est aider cette population. Je le fais à deux niveaux. Je le fais en tant qu'humanitaire, par la mise en place de notre projet, et je le fais en tant que témoin au même temps, et je dénonce une situation qui est celle que je vis. Et je le fais à ces deux niveaux-là, comme je l'ai fait pour la Syrie aussi, bien évidemment. Mais il est important de mettre de la distance pour que mon témoignage soit un témoignage qui soit reçu sur le plan de l'aspect factuel et non pas sur le plan de mes émotions. Et par les pouvoirs publics, par le gouvernement, est-ce que vous avez eu le moyen de vous faire entendre ? Alors, il y a au niveau du gouvernement, il y a peut-être deux parties. Il y a à la fois les affaires étrangères et le centre de crise des affaires étrangères. Le centre de crise des affaires étrangères reconnaît bien évidemment la situation humanitaire, de catastrophe humanitaire telle qu'elle est là. Et de ce point de vue, nous sommes écoutés par le centre de crise. Et le centre de crise nous aide en nous donnant les financements dont nous avons besoin, et pas que notre ONG, mais d'autres ONG aussi sont sur l'eau, sur les santé, sur d'autres problématiques humanitaires. Le centre de crise le fait parce que la situation humanitaire le demande, et la France, bien évidemment, se sent dans l'obligation d'apporter son aide. Elle le fait de ce point de vue-là. Alors, par contre, sur le plan politique, bien évidemment, il est clair qu'on n'est pas du tout entendu, qu'à chaque fois, le gouvernement français est plutôt dans l'injonction, la situation est inacceptable, bien évidemment, etc. Mais elle ne passe pas à l'action. Mais arrivé là où nous en sommes, c'est-à-dire à cette catastrophe humanitaire d'une telle ampleur, on s'attend maintenant à ce qu'il y ait éventuellement des actions. Or, on est toujours dans la parole, mais jamais dans l'action. Il m'a toujours semblé important, dès lors que le gouvernement israélien ne respecte pas le droit humanitaire international, il faut bien évidemment le mettre face à ses responsabilités. Et la première des responsabilités, c'est au moins de rappeler notre ambassadeur pour essayer justement de marquer qu'on n'est pas d'accord. Dès lors qu'un gouvernement se met en dehors du droit humanitaire international et qui ne veut même pas respecter les résolutions de l'ONU, alors ce gouvernement-là aussi devient en quelque sorte un paria. Vous massacrez toute une population, d'accord, et d'une manière non discriminée, et il est clair que nous ne vous suivons pas dans cela. Mais pas du tout. L'on pourrait envisager éventuellement aussi de prévenir à des sanctions économiques. On pourrait aussi demander à ce que les responsables israéliens ne puissent pas se déplacer comme ils le veulent. On pourrait faire au fond tout ce qu'on a fait sur Poutine. Donc on pourrait aujourd'hui faire la même chose, simplement pour dire arrêtez de massacrer cette population, ça suffit maintenant. Bien évidemment, de notre côté, cette opération israélienne à Gaza, 8 mois, quel résultat ? Les seuls qui ont été libérés l'ont été au cours de la trêve et de la négociation. L'opération militaire elle-même, elle a permis la libération de 2 otages, mais ils en ont tué 3. Alors, et de surcroît, il y a environ 230 ou 240 soldats israéliens qui se sont fait tuer aussi dans cette opération-là. Alors, quel est le rapport de cette opération si, au même temps, il y a le massacre de 32 000 Palestiniens, de 70 000 blessés, d'une population en famine, d'une population déplacée, etc. Où est le résultat ? Que cherche-t-il ? Que voulez-vous ? Il est clair que la seule façon de pouvoir agir, bien évidemment, c'est d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, permanent, de relancer des négociations pour permettre la libération des autres otages et arrêter ce massacre-là, parce qu'il n'apporte rien du tout. Gaza est en train d'être totalement dévasté. J'ai reçu les premières photos de Rafah, les photos avant, les photos maintenant, ils sont en train de faire une terre brûlée. D'accord ? Où va aller cette population ? Elle est condamnée maintenant pour des dizaines d'années à vivre sous tente. Dans cette situation de déshumanisation, que va faire la jeunesse ? Les universités ont été détruites, les écoles sont détruites. Que va faire cette jeunesse ? Bien évidemment, tout ça va pousser une partie de la population
palestinienne à partir, et en particulier sa jeunesse en particulier. Quand on voit en même temps ce qui se passe en Cisjordanie, où il y a déjà eu 480 Palestiniens qui ont trouvé la mort en Cisjordanie, où on brûle les récoltes, où on détruit en même temps les champs d'oliviers, où est-ce que l'on va ? Où est-ce que l'on va ? De notre côté, ce que je crois aussi, c'est que l'Occident est totalement en train de se décrédibiliser face à cette crise, et de surcroît, comment demain, M. Macron ira en Chine demander justement aux Chinois de respecter les droits humains, en particulier vis-à-vis des Ouïghours, quand ils laissent massacrer la population palestinienne. La parole de l'Occident, qui était celle des droits humains, du respect des droits humains, cette parole-là, elle n'a plus de sens aujourd'hui. Et donc nous sommes à un moment historique de la civilisation, et en particulier de l'Occident. L'Occident perd toute crédibilité dans ce qui est en train de se passer, et c'est un moment historique là, où nous sommes dans la perte de nos valeurs fondamentales, de démocratie, de respect du droit international, de respect du droit humain. Et là, je pense que M. Macron n'en prend pas toute la mesure, et l'Europe non plus. Alors, vous avez fait de l'humanitaire aussi en Syrie et en Ukraine. Est-ce que ce que vous avez vu à Gaza, vous ne l'aviez jamais vu avant ? Pas dans cette ampleur. Il y a eu Alep, bien évidemment, pendant 6 mois, le siège d'Alep pendant 6 mois, bien évidemment. Et le siège aussi de la Ghouta, c'est-à-dire au sud d'Alep, le quartier au-dessus d'Alep, etc., pendant 8 mois aussi, où la population s'est retrouvée sans nourriture, sans eau, etc. Mais elle pouvait encore se mettre à l'abri dans les caves. Elle avait encore cette possibilité-là, bien évidemment. Et Alep a duré 6 mois. Et la population ensuite a pu sortir et aller se réfugier, etc. La Ghouta, ça a duré 8 mois, mais là aussi, c'était possible, etc. Mais ces populations, on n'est pas dans des populations de 1,5 million enfermées là, qui bombardaient et dont on fait croire, on les amène dans un piège, d'accord ? C'est-à-dire on leur fait croire que c'est un lieu de sécurité, d'accord ? Et du même coup, c'est exactement ce qui s'est passé. On leur a fait croire qu'à Rafah, ils seraient dans une green zone, c'est-à-dire une zone verte, dans laquelle ils seraient en sécurité. Eh bien, c'est pas exactement ça. C'est un véritable piège dans lequel... C'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure du terme de ghetto. On les a ramenés de force. C'est exactement ce qui s'est passé à Varsovie, où on a ramené les nazis, ont ramené tous les juifs à l'intérieur du quartier de Varsovie, d'accord, où ils les ont enfermés, et ensuite ils les ont attaqués, massacrés, et envoyés dans les camps d'extermination. Alors, je pose la question justement aux Israéliens. Qu'êtes-vous en train de faire ? Vous êtes en train de perdre, et je le pense profondément, d'accord, le sens moral. Ce gouvernement vous amène, d'accord, et je le dis aux Israéliens, vous avez un gouvernement fasciste, un gouvernement d'extrême droite qui vous fait perdre votre âme. Voilà. L'âme juive, en quelque sorte, qui est à la fois dans l'universalité, d'accord, est en train de se perdre. Ce gouvernement vous fait perdre le sens moral et vous fait perdre votre âme. Il importe aux Israéliens de prendre conscience de tout cela, d'accord ? D'où le mène ce gouvernement, et c'est à eux, les Israéliens, aujourd'hui, s'ils veulent relever justement, se relever de cette situation qui est là, c'est à eux de se débarrasser de ce gouvernement. Et en particulier de M. Netanyahou, qui est véritablement un criminel de guerre, comme Assad, par rapport à son peuple en Syrie. Quand on entend votre témoignage, on se pose la question, comment on décide de devenir médecin humanitaire ? Je crois que c'est un parcours de vie. Il se trouve que je suis né en Algérie, d'accord, d'une famille d'origine italienne. Donc, on peut dire quelque part aussi migrante, d'accord, dans l'Algérie française de l'époque, etc. J'ai eu toute ma vie, bien évidemment, je suis né pendant la guerre d'Algérie. J'ai vécu les caves, j'ai vécu les tirs, les combats, etc. J'ai vécu toute cette période-là, très stressante. J'ai vécu des situations extrêmement difficiles où j'ai vu tuer devant moi, etc. Enfant, j'ai vu ça.
Et quand est arrivé le mois de juillet 1962, que c'était l'indépendance de l'Algérie, eh bien, tout le monde, il y avait un vent de panique et j'ai été aux portes d'Oran. Nous sommes partis avec ma mère, mes sœurs, des valises, etc. Nous avons pris un bateau, nous sommes arrivés à Marseille. Je ne connaissais pas la France, j'ai découvert Marseille, le port, la Croix-Rouge, les sandwichs distribués, etc. J'étais réfugié, j'ai vécu à Paris 6 mois. Nous étions à 4 dans une chambre, nous dormions à la fois sur le sommier et sur le lit. J'ai vécu ça, j'ai vécu ce que vit un réfugié. Et je sais profondément, surtout quand on est enfant, qu'est-ce que c'est que de perdre ses repères. Partir de l'Algérie avec le soleil, avec la nature, avec les odeurs, avec la nourriture, etc. Se retrouver à Paris, dans le 15e arrondissement, dans une seule chambre, et de vivre dans les conditions qui étaient là, d'être considéré comme un pauvre parce que vous êtes réfugié, que le maître vous donne vos cahiers, parce que voilà, que la cantine vous est offerte parce que vous n'avez pas les moyens de la payer, etc. Ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans mon âme, je l'ai vécu, etc. Et la plus grande joie pour moi a été le jour où ma mère a dit « on retourne en Algérie ». Et je suis allé voir le maître d'école et je lui ai dit « Monsieur, le professeur principal, il dit « Monsieur, je rentre chez moi ». Je n'ai pas dit « je rentre en Algérie ». J'ai dit au maître, il m'a dit « non, l'école n'est pas finie, tu restes ». J'ai dit « si, monsieur, je rentre chez moi ». Et donc, il n'a pas compris que chez moi, c'était l'Algérie. Et donc, je suis rentré en Algérie en 1963 et nous sommes restés jusqu'en 1969. C'est-à-dire, j'ai fait toutes mes études à Oran, etc. Donc, quelque part, je dois à ma famille, en tous les cas, au fait que mes racines sont multiples. Mes racines sont... j'ai mon algérianité, comme dirait Camus, j'ai mon italianité, d'accord, et j'ai aussi ma culture française, etc. Et je me sens français au même temps, mais avec ces cultures-là. Au fond, je ne me sens pas attaché, je me sens très universaliste de ce point de vue-là, et je crois véritablement à l'universalité de l'humanité. Et que l'homme peut avoir, bien évidemment, beaucoup de différences dans sa langue, dans sa peau, dans sa truc, etc. Mais c'est une seule et même humanité. Et je le sais, je le vois dans la souffrance. Où que vous soyez, croyez-moi, une mère qui perd son enfant, elle pleure de la même manière, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit africaine, qu'elle soit, je dirais, occidentale ou autre, c'est la même souffrance. Et donc nous partageons cette même humanité. Et nous sommes sur une seule terre. Si vous aviez un message à faire passer, là, aux gens qui vont vous regarder, pour qu'ils prennent vraiment conscience de la situation dans laquelle se trouve Gaza, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, il faut les aider, de tous les moyens, vraiment. D'abord, se mobiliser en termes de plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous ne devons pas voir au XXIe siècle ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle. Tous ces massacres, ces guerres, etc. Ne laissons pas faire ce qui se passe à Gaza. Ne laissons pas massacrer cette population palestinienne. Elle a le droit de vivre dans la dignité, elle a le droit de vivre son État, elle a le droit de partager au même temps. Terminez le temps du colonialisme. Terminez ce temps-là. Nous sommes dans le XXIe siècle et c'est à la jeunesse en particulier que je m'adresse. Ne laissez pas faire.